Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci d'être là. On n'a pas beaucoup de personnes dans la salle. J'imagine qu'on a beaucoup de personnes en rediffusion sur le web. Alors, c'est la table ronde entre création, documentaire et programme public, la publication audio en art contemporain. Je m'appelle Benjamin J. Allard. J'utilise les pronoms « il » et « lui ». Et nous sommes à Tiohtià:ke, un territoire non cédé où la nation Kanien'kehá:ka est la gardienne des terres et des eaux depuis des temps immémoriaux. Alors, la conversation sera d'une durée de 1 heure et 15 minutes, donc 1 heure de conversation entre nous et 15 minutes ensuite pour vos questions. Et je suis très content de recevoir aujourd'hui 3 personnes merveilleuses pour parler justement de l'art sonore, de la création radiophonique, de balado et de tout ce qu'on voudra parler également. Alors, à ma droite, il y a Chantal Dumas, artiste sonore qui fait autant des projets pour la radio, des balados, des parcours sonores, des installations et récemment un peu plus de composition. Nous avons ensuite Nouria Carton de Gramont, directrice de la galerie SBC Galerie d'art contemporain. Et ils ont commencé cette année une balado-diffusion. Merci beaucoup d'être là. Et il y a également une personne qui brille par son absence, c'est Carla Rankel, qui est la responsable de la médiation à la galerie. Et finalement, Marie-Laurence Rancourt, la directrice de Magnéto, un organisme qui se dédie à la création sonore en tout genre. Merci beaucoup d'être ici. Et puis, donc, j'ai gardé l'introduction très brève pour justement vous entendre un peu sur ce que vous faites, sur votre rôle, ce qui vous occupe dans la journée. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer avec Marie-Laurence. Marie-Laurence, oui, en préparation à la conversation, tu me parlais d'un aspect presque sociologique, en fait, de ton regard sur la création sonore et puis votre rôle à Magnéto. Oui, bien, d'abord, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici en ce beau dimanche matin, quand même, de novembre. Alors oui, donc Magnéto, effectivement, vous le nommiez, c'est un organisme qui se consacre à la création sonore en format podcast, généralement en format balado. Donc, on va du documentaire à l'entretien, en passant par la fiction, le portrait sonore. Donc, en fait, oui, notre mission, c'est de participer à la fois au rayonnement et à la reconnaissance de cette discipline, de cet art, parce que c'est pas évident tout à fait au départ que le balado et le podcast sont aussi des formes artistiques qui contribuent de belle manière d'ailleurs à faire rayonner la création sonore. C'est vrai que chez nous, il y a toujours cette envie de faire dialoguer à la fois sociologie et art, je dirais, c'est-à-dire à la fois pensée du monde, pensée critique aussi du monde, pensée de nos mondes sociaux, tenter quand même de dire quelque chose, de signifier quelque chose à travers chacune de nos créations. Donc, il y a une certaine pensée, critique, sociale, je dirais, à l'œuvre. En tout cas, c'est ce qu'on cherche à défendre. C'est pas toujours évident, mais c'est quand même notre idéal de départ, puis celui vers lequel on tend. Merci beaucoup. Puis on va continuer à parler de ce type d'enjeu-là, parce que je crois que ça vous suit. Puis j'aimerais justement peut-être aller avec toi, Nouria, parce que la galerie SBC est connue, en fait, pour sa programmation critique, sa réflexion, mais je serais curieux de savoir, comme directrice, en fait, comment tu vois ton rôle, justement, avec cette merci beaucoup aussi pour l'invitation, Benjamin. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous et puis partager cette table avec vous. Je suis directrice et commissaire de la galerie SBC depuis 1 an et quelques mois. On discutait de ça il y a quelques minutes. La galerie d'art contemporain, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle est située au Belco, dans le 5e étage, depuis plusieurs années. Et notre mandat est vraiment la diffusion et la production d'art contemporain de différentes manières, vraiment interdisciplinaires et je dirais interculturelles aussi. Et donc, on s'est lancé cette année un peu dans cette réflexion post-pandémique de comment atteindre des nouveaux horizons d'écoute. On s'est lancé dans la production de balado. Alors, je pense qu'à différence de vous deux, nous, on n'est absolument pas des experts, mais on cherche à se faire cette expertise et surtout à attirer, je dirais plutôt à activer des nouveaux dialogues ou chercher de nouvelles formes d'activité
activer de nouveaux dialogues et des interlocuteurs à travers ce programme de balado qu'on vient de lancer. Donc, c'est quelque chose de très nouveau, quelques mois, mais on a très hâte, en fait, de poursuivre ce parcours dans le futur. Ben, tout à fait. Vous faites déjà des très belles choses. J'invite tout le monde à écouter, bien sûr, ce que vous faites. Et finalement, Chantal Dumas. Chantal, donc oui, ton rôle dans la société et tout ça, mais c'est quelque chose, je crois, il y a toute une quête, en fait, même dans tes productions sonores. Je pense à ton œuvre Les Chantal Dumas, là, où peut-être interroger justement ce qu'une Chantal Dumas fait. Donc, je te donne la parole. Bon, alors moi aussi, j'aimerais bien te remercier, Benjamin, pour cette invitation. Et c'est vraiment l'occasion de se rencontrer tous et toutes, parce que comme on disait, les 2 dernières années nous ont un peu privés de ces rencontres qui sont souvent très nourrissantes. Et voilà, donc ça fait très plaisir de vous rencontrer. Alors, oui, donc moi, je me définis comme étant une artiste sonore, ce qui veut dire que le son est toujours le fil rouge entre les différentes productions. Et ensuite, il y a différents médiums dans lesquels le son apparaît et prend forme. Donc, je faisais dernièrement beaucoup la composition et, bon, c'est une question de contexte, peut-être. Et comme la communication a transité beaucoup par les plateformes numériques ces 2 dernières années, je pense que tout à coup, la balado est devenue comme un des lieux de production et de création, parce qu'on a vu apparaître dans les théâtres des productions et, comme tu soulignais, dans les galeries un peu partout, et aussi différents projets qui ont, dans mon cas, avec des personnes aveugles, par exemple, qui ont migré de la médiation culturelle pour devenir un peu une balado. Donc, tout à coup, ce médium, enfin, que moi, je vois vraiment comme une continuité de la radio. Et quand on parle de balado, il y a la balado qui sont l'écoute d'émissions différées, sinon le balado natif que l'on dit qui est plus de création. Donc, c'est une espèce de continuité, mais qui trouve sa forme et qui la cherche encore, je dirais, un peu en ce moment. Donc voilà, moi, je trouve ça intéressant. Et bien sûr, étant une artiste sonore, ce que j'ai envie, c'est que les formes explosent un petit peu et qu'on y mette plus d'éléments et qu'on sorte peut-être moins, enfin, il y a différents types de balados qui sont plus de communication journalistique, comme les genres qui ont été définis. Mais le plaisir que j'y retrouve, c'est quand tout à coup, je vois qu'on s'aventure et qu'on cherche à utiliser vraiment le son pour dire des choses, en fait. Et voilà, on pourra parler des genres. Les Chantal Dumas, oui, c'est une première création, en fait, où j'ai fait appel à mes homonymes ici au Québec et en France à l'époque. Oui, puis donc, je trouvais ça intéressant, justement, de ramener ça de cette idée-là, puis de réfléchir sur notre rôle dans la société. Puis c'est un peu la raison pour laquelle je voulais vous entendre aujourd'hui, puis que j'ai décidé, parce que je crois que vous avez chacune à votre manière une perspective très intéressante sur cette création sonore-là, et ça me permet de gagner du temps pour avoir cette fameuse manette qui me permet d'avancer. Et c'est le grand bouton play, j'imagine, hein? Fantastique. Alors, je vous ai préparé tout au long de cette table ronde des petits moments d'écoute, et je propose qu'on aille à ce premier petit moment. Alors, nous allons écouter un extrait d'un balado co-réalisé par Marie-Laurence, ayant pour titre « À l'api ». C'est une création sonore et le titre vient d'une expression, donc ça veut dire faire silence pour entendre quelque chose de beau. Et je trouvais que c'était très approprié pour cette conversation-là. Donc c'est en Inuktitut et c'est une réalisation qui suit 5 femmes inuites qui se dévoilent à travers leurs réflexions et leur silence. Alors on peut écouter à l'instant. Liberté? C'est quoi la liberté? Freedom. Faire des choses que tu veux? La liberté, c'est comme être conscient de soi-même. Liberté? What do you think? Quand quelqu'un se coupe de ma princesse. Et on termine avec ce merveilleux rire. Mais on avait de la difficulté à entendre sur des pas de neige, en fait, qu'on entend au début de cet extrait-là. Et
je trouvais que c'était très intéressant justement d'entendre cet environnement sonore parce que ça nous rappelle en fait un micro, ça l'amplifie des voix, hein, ça nous permet d'entendre des silences. Donc j'aimerais un peu t'entendre, Marie-Laurence, sur cette idée-là en fait de ton utilisation des micros. Est-ce qu'il y a des choses que tu cherches plus particulièrement ou la place des silences justement dans tes créations? Moi, en fait, ce que je trouve bien avec le médium, effectivement, qu'on peut appeler le podcast ou le balado, mais disons que mon attachement premier se tournait vers la radio, la création radiophonique, là, pour laquelle il existe une certaine tradition. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce médium, c'est vraiment la possibilité qu'il nous offre de tourner notre micro vers les autres. Donc, c'est-à-dire que c'est un médium qui est pas très autoritaire, en fait. C'est un médium d'humilité. C'est un médium d'écoute. C'est un médium qui impose comme ça, tournant notre micro vers d'autres voix que la nôtre, généralement. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est la mienne, mais nous permet, en fait, de se saisir, de récolter des idées sur le monde qui sont celles des uns et des autres, de nous tourner, justement, vers des formes d'altérité, de se placer dans cette posture qui est assez belle, qui est une posture pour moi d'hospitalité, qui est vraiment la posture d'écoute, qui est une posture humble, silencieuse la plupart du temps. Et je trouve que ça fait vraiment la force de cette discipline, de cette pratique-là. Il y a quelque chose à l'origine que je trouve assez, peut-être même avant-gardiste en fait, ou en tout cas très, très audacieux dans la manière d'être que ça suppose que de faire de la radio ou de faire de la création sonore ou du podcast ou du balado. Et puis ensuite, Chantal le disait bien, je trouve que c'est un lieu aussi d'exploration qui devrait pas trop, qu'on devrait pas trop tenter d'homogénéiser ou de standardiser rapidement. Des fois, parfois on a une volonté, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent. Pour moi, c'est plutôt un espace de liberté, en fait, où on devrait aujourd'hui, même les nouvelles possibilités que ça nous offre, ce médium-là, tenter des expériences neuves, tenter des nouvelles formes d'écriture. Et avec Alapi, c'était aussi l'ambition, c'est de dire comment est-ce qu'on réalise aussi un projet autour, entre autres, bien sûr, de l'importance de ces voix-là et de ce qu'elles signifient, de ce qu'elles portent, de ce qu'elles révèlent, de ce qu'elles trahissent même de ces jeunes femmes-là, mais aussi à partir des silences, donc de construire aussi autour de cette dimension importante qui intervient dans la prise de parole, qui intervient dans le langage et qui est le silence dont on a peur parfois à la radio, dont on a peur dans la vie, mais qui est aussi une ressource sonore précieuse. Je ne sais pas ce que Chantal en pense, mais donc c'est un peu ça. Donc c'est aussi le silence a toute son importance. Par ailleurs, il y avait toute son importance dans le cadre de ce projet qu'on a développé dans le Grand Nord. Donc, il y avait aussi une signification là, intrinsèque à lui faire la part belle dans le cadre de ce projet-là. Mais enfin, oui, il y a un certain attachement, je pense, à ce qui se glisse aussi dans un silence. Oui, merci beaucoup. Vous parlez bien. J'aime ça, vous entendre. Et puis, cette question-là, en fait, je serais curieux de t'entendre, Chantal, sur cette question-là, justement, du silence, parce que cette section de la table ronde m'a été inspirée par toi, justement, que le micro est un outil qui permet de faire relever ces silences-là ou de porter notre attention sur ce qu'on croirait être du silence qui, finalement, n'en est pas un. Donc, le son lui-même peut devenir un langage... Il y a beaucoup de choses à dire, en effet. Est-ce que je pourrais commencer par le microphone, peut-être? Bien sûr. Parce que j'ai eu, à travers le temps, la chance de donner beaucoup d'ateliers, et souvent avec des personnes qui étaient curieuses, mais qui n'avaient pas encore exploré avec le microphone. Et je trouve ça toujours étant quelque chose de très merveilleux de voir tout à coup la découverte. Et un microphone amplifie, en effet, les sons. Et dans le domaine de création sonore, la chose que je cherche avec différents types de micros, c'est d'approcher le son comme d'entrer dans le son qui devient une matière sonore. Et au niveau de l'amplification, mais ce qu'on découvre, c'est des petits sons anodins, ne serait-ce que des fois de gratter sur différentes surfaces, de découvrir qu'une couleur différente, qu'un rythme qui est intrinsèque et de tout à coup donner comme en premier plan quelque chose qu'on n'entend pas, même parfois, ça ouvre un monde. Et c'est là que je trouve la chose assez intéressante. C'est comme une découverte que l'on fait, en fait. Donc, il y a bien sûr, on vit entouré de sons,
et notre attention, enfin le besoin d'entendre, c'est quelque chose qui est assez primaire, c'est-à-dire on réagit à ce qu'on entend, ce qui nous permet d'éviter d'être frappé par une voiture parce qu'on l'entend venir et tout ça. Mais dans l'attention, quand on porte une attention beaucoup plus détaillée, quand on n'a pas de besoin de répondre à ce monde de survie, il y a tout un univers qui apparaît à travers les qualités du son. Et un micro, pour moi, dans l'expérience d'une artiste sonore qui utilise différents types de micros, de bonne ou de mauvaise qualité, c'est quelque chose qui est important, c'est de découvrir cet univers-là et après ça, de s'en approcher, d'utiliser comme une matière qu'on va travailler, en fait, qu'on peut sculpter par toutes sortes de travail de mixage. Justement, parlant de découverte, je serais curieux d'entendre Nouria qui découvre l'univers sonore et des balados, mais qui est quand même proche de l'univers curatorial, hein, de mettre en relation, de faire des juxtapositions. Totalement. Et je m'excuse, j'aime bien prendre des notes. C'est un défaut académique. Donc, dans notre cas, je vous dirais que, comme je disais au début, c'était vraiment dans ce processus de réflexion face en fait, à la perte de notre public dans le contexte de la pandémie, la fermeture des espaces et des galeries, des musées, des institutions muséales. C'est vraiment dans cet espace, dans ce silence, finalement, non, qu'on a réfléchi à chercher des nouveaux médiums qui pourraient nous permettre d'atteindre d'autres publics, pas seulement le public qui était déjà fidèle à la galerie, mais d'autres publics. On est très actifs sur le plan de médiation, donc je dirais que ça a été vraiment dans le contexte d'un programme de médiation beaucoup plus élargi que les balados que cette réflexion est venue s'imposer. Je pense que c'était aussi un moment où j'ai l'impression, et vous me direz votre opinion, mais de fatigue visuelle. Face aussi à cette, tout à coup aussi un bombardement face à la pandémie de se connecter et de voir se connecter, non, sur le Zoom, enfin bref, que tout à coup le balado est devenu comme quasiment une forme très organique pour nous, d'avoir ce sorte de repli, à nouveau une sorte de silence visuel et de se porter à l'écoute un peu de ce qui arrivait autour de nous, de notre communauté, et de trouver de nouvelles façons de tisser des liens, pas seulement avec des artistes, mais vraiment élargir sur d'autres interlocuteurs. Et je pensais à la prise de parole et le silence. Pourquoi le silence est important? Le silence, c'est pas le néant, le néant, le limbe, mais c'est vraiment aussi une prise de parole politique. Non, on décide quand on fait silence et pourquoi le silence est nécessaire. Donc, je pense que pour nous, ce silence pandémique qui nous a ramené ce nouveau médium qu'on explore actuellement. Puis ça me fait penser un peu, Marie-Laurence, à quelque chose qu'on discutait en préparation de cette table ronde-là, justement de laisser la place à la forme, de ne pas tout de suite arriver, d'imposer une forme, mais justement d'écouter, de rester peut-être dans ce silence. Donc, je serais peut-être curieux de parler justement de la manière avec laquelle une production audio peut prendre forme. Tu me disais justement, parfois, il y a des voix qui surgissent. Tu me disais que tu faisais partie de l'école de l'errance. Oui, il y a toutes sortes de manières, je pense, d'envisager une forme. Effectivement, je pense que c'est quelque chose à un certain moment à laquelle on doit... Oui, une forme, ça s'impose pas. Pour moi, il y a quelque chose qui surgit dans la collecte des différents sons, dans les rencontres qu'on peut faire, dans le contexte dans lequel aussi on développe nos projets, nos créations. Mais donc, c'est de se mettre, je pense, à l'écoute des autres et des gens avec qui on travaille. Souvent, ça peut être aussi des projets collaboratifs où il y a plusieurs personnes impliquées, donc de réfléchir ensemble les formes, c'est-à-dire avec les gens qui sont aussi, vers qui on tend les micros. Donc voilà, ouais, il y a toutes sortes de formes, je pense aussi à inventer. Il y a toutes sortes de possibilités qui ne sont pas encore touchées. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose dans ce médium-là qui se prête vraiment bien à l'imaginaire et à l'invention, qui fait en sorte que même des gens qui n'ont peut-être pas une longue expérience derrière eux de création sonore ou de balado ou de podcast comme vous qui vous lancez dans cette forme-là peuvent aussi initier des propositions originales parce que
ouais, c'est un terrain pour moi où on peut élaborer il y a pas de règles en fait. On devrait pas trop se formaliser d'une certaine norme. On devrait explorer des nouvelles formes, des nouvelles façons de faire. Les projets les plus intéressants, souvent, ils inventent. Pas besoin d'être non plus toujours très compliqué, mais je trouve que l'appel à des formes qui tiennent compte des démarches qui ont été opérées dans le cadre des projets, qui tiennent compte des interlocuteurs en présence, qui tiennent compte des sujets. C'est des formes qui participent de la signification même des créations. Donc, voilà. Puis je pense qu'on l'entend beaucoup dans les créations de Chantal aussi, où il y a une espèce d'écoute, hein, où on va écouter un son très particulier, puis on est surpris qu'un autre son arrive, puis il y a cette multiplication des sons-là. Ouais, il y a plein de choses à raconter. Si tu me permets, je vais aller un peu en arrière au silence, en fait. Je te permets totalement. Et la chose qui est assez magnifique avec la pandémie, c'est comme à une certaine période, l'activité s'est arrêtée, en fait. On est revenu chez soi. Le rythme a changé. Et tout à coup, on a vu partout apparaître dans les différents médias que la ville changeait. Tout à coup, on découvrait que notre ville vivait, respirait différemment. Et le rythme a changé. Et c'est un peu ça l'écoute aussi. Et quand on parle du silence, en fait, le silence n'existe pas. Uniquement si on est dans une salle anéchoïque. Et là, il n'y a plus de réverbération, donc on s'entend encore de façon plus présente. Mais quand on parle de silence, c'est-à-dire que c'est comme s'il y a une couche qui est la couche la plus dynamique, peut-être la plus forte, qui, elle, disparaît et qui laisse la place pour autre chose d'émerger, en fait. Parce que quand on se retrouve dans le silence, les moments les plus calmes habituellement, c'est lorsqu'on se met au lit et tout d'un coup, on peut entendre notre cœur, enfin, qui bat, et une petite pression qui peut être la pression, je sais pas, de la circulation du sang. Donc, on n'est jamais dans un silence complet. C'est que notre attention se déplace vers différentes choses, en fait. Et c'est cette chose-là qui est assez magnifique aussi de découvrir dans disons, la période la plus calme qu'on a vécue, qu'il y avait un autre rythme, qu'il y avait quelque chose qui dominait. Et j'ai aussi découvert quand même que la domination, c'était beaucoup des systèmes d'aération omniprésents partout, là, ce qui est un peu difficile. Et ça donnait place aussi à cette chose dont tu témoignes, Mounia. Non, Nouria. Excuse-moi, Bien, parfait. Et voilà, ça donnait place à plus d'individualité, c'est-à-dire d'avoir envie de donner la parole et d'écouter la parole justement d'artistes et ce que permet vraiment beaucoup la balado, parce qu'on écoute où la balado, bien souvent c'est à travers son téléphone, quand on marche, quand on se déplace d'un lieu à un autre. Donc il y a quelque chose qui nous ramène un peu plus à nous-mêmes, à une relation d'un à un. En fait, il y a ça qui se passe avec la balado, qui est fort intéressante. Alors là, tu m'avais posé une question que j'ai oubliée. Que j'ai totalement oublié aussi. La pensée vient, elle arrive. Mais tu relançais justement, Nouria, sur quelque chose, puis ça me faisait penser justement sur la manière avec laquelle vous commencez vos projets de balado. Donc, plutôt que d'imposer une forme, plutôt que de dire, bon, mais ça sera toujours des conversations entre blablabla. Non, mais vous laissez justement beaucoup de place, beaucoup de flexibilité aux artistes, aux personnes que vous invitez à déterminer leur propre forme. Puis ça, je trouvais ça très intéressant. Puis j'aimerais peut-être t'entendre sur la relation entre... comment c'est émergé, en fait, ça, pourquoi? Oui, c'était très intéressant en fait de parler avec toi, Benjamin, pour la préparation de cette table ronde. Et puis bon, je voudrais mentionner Carla Rangel, qui est justement la personne, notre coordinatrice en médiation à la galerie. Et c'est vraiment elle qui a eu l'envie de lancer ce programme. Aujourd'hui, elle ne pouvait pas être là, mais donc je veux faire aussi entendre sa voix parce que c'est vraiment son programme. Et puis justement, on discutait les trois ensemble avant cette table ronde et puis on se demandait si on avait vraiment une ligne curatoriale pour nos balados. Parce que ça a été tellement instinctif, l'appropriation de ce médium, qu'on s'est lancé un peu dans l'exploration. Donc, c'était vraiment très exploratoire, sans avoir une ligne directrice déterminée ou déjà formatée depuis le début, mais vraiment y réfléchir comment, en tant qu'institution, on pouvait donner la voix. Comment, pas seulement... moi, j'ai noté qui peut parler de l'art, mais aussi comment on parle de l'art
et c'est qui écoute également ces balados, non? Donc, un peu comme situer les trois postures qui nous semblent fondamentales dans ce médium. Et on a décidé de tout simplement rentrer dans une liberté un peu de production avec les invités. Donc, on est toujours, au début, je vous dirais, on est en dialogue avec eux pour déterminer la forme qu'ils veulent faire. Donc, par exemple, Elena Martin Franco, qu'on va entendre prochainement un petit extrait, elle a décidé de vraiment se lancer dans une pièce sonore. Donc, c'est vraiment un morceau, une œuvre d'art en soi qu'elle a décidé de concevoir pour nous. Il y a d'autres personnes qui ont décidé de faire comme des réflexions, je dirais plus épistémologiques ou conceptuelles, de réponse à une exposition en lisant des textes qui étaient très poétiques, qui sont merveilleux, et puis on rentre dedans. On a fait des conversations aussi entre une commissaire, Michelle Fiedler, qui est celle qui a réalisé aussi une commissaire très intéressante, qui a fait en fait nos derniers 4 balados, des conversations avec des artistes de différents horizons culturels. Donc en fait, notre ligne directrice, c'est vraiment l'écoute de l'autre et comment il veut rentrer dans cette conversation, avec quelle voix il veut participer dans cette conversation. Et avant peut-être d'entendre Elena Martin Franco et de justement entendre ce que cette liberté peut amener, je serais curieux, peut-être Marie-Laurence, de t'entendre sur cette notion d'accompagnement, de flexibilité, parce que c'est une chose, moi, que j'adore avec Magnéto, c'est cette possibilité, en fait, d'entendre différents organismes, différents projets, de littéralement prendre la voix. Puis je trouve que cet accompagnement, vous semblez le faire très bien. Oui, ben c'est quelque chose qui, je pense, qui est important justement et dont on parle peut-être pas suffisamment même. L'explosion et l'engouement pour le podcast, le balado, je pense que ça peut pas se passer d'une grande question qui est qu'est-ce qu'on fait, quel monde on soutient quand on s'adonne à ce type de pratique-là. Moi, c'est en tout cas une question qui me travaille et à laquelle, tu sais, je réponds que le monde que je souhaite à soutenir, c'est quand même un monde qui donne la parole ou la voix à d'autres styles d'être, à d'autres formes de vie, à des individus aussi d'autres mondes sociaux, à des possibilités aussi d'imaginaire, c'est-à-dire des projets qui peut-être tracent des lignes vers d'autres possibles, tu sais, qui nous font un peu échapper à notre seule réalité, comme si elle était implacable et qui font naître quand même des devenirs un peu différents. Alors, il y a quand même, je trouve, dans ce médium-là, une capacité, en tout cas, qui est très intéressante à explorer, puis à laquelle moi je tiens, qui est de rendre compte, tu sais, de la diversité des mondes dans lesquels on vit, de leur complexité aussi, de leurs nuances, de pas enfermer les gens dans le langage, dans une seule façon de communiquer ou de parler, mais de vraiment de leur restituer leur langage en disant, ben c'est un médium aussi qui est propice à ça. C'est pas comme la littérature, on rapporte pas non plus une parole ou on rapporte pas un récit. On peut tout à coup confier aux gens même qui ont vécu cette expérience le récit de leur histoire. Moi, je trouve que c'est assez important. C'est assez important comme geste. Puis c'est dans ce sens-là que je souhaite travailler avec Magnéto, c'est-à-dire de vraiment faire entendre, raisonner, mais aussi faire comprendre des mondes des différents mondes sociaux, différents rapports au monde, différentes façons d'être aussi dans le monde, et d'autres, et éventuellement même d'autres possibles. Si on se tient dans une posture critique, il y a aussi l'envie de dire, on fait pas juste rapporter le monde tel qu'il est, on essaie quand même, peut-être même à travers les créations qu'on peut proposer, de suggérer d'autres possibles, d'autres futurs. Donc, c'est clair qu'il y a cette envie-là, non pas de sortir peut-être d'une forme de discours très standardisante et d'une façon de se rapporter à la parole qui serait la même pour tous, mais de dire, ben non, il y a d'autres façons de se mettre en récit, il y a d'autres façons de prendre la parole, et puis se mettant à l'écoute, on doit les récolter aussi, on doit les faire entendre. Et je crois que c'est peut-être une transition merveilleuse pour entendre justement l'œuvre de l'œuvre de Elena Martin Franco. Oui, parce qu'il y a toujours
dilemme entre ces catégories de création, de fiction versus documentaire. Et puis, je crois que dans la création, on peut justement mettre à mal ou jouer des tours. Donc, je vous propose d'aller écouter un petit extrait de l'œuvre, justement, d'Elena Martín Franco, Pour tes chaînes et ton fourreau, pour ton coffre en porcelaine. C'est une oraison jaculatoire de Corazón Desfasado pour les artistes en arts visuels et médiatiques, multidisciplinaires, interdisciplinaires et plus. Ô corazón desfasado, écoute-moi. Ô sacre malentendu culturel, aie pitié de moi. Au déphasage de l'esprit et de la chair, pardonne-moi. Tendre prisonnière du lesbisme, dompte-moi. Toi, le rêve aseptique de l'art contemporain, donne-moi vite la visibilité à l'étrangère. Pour tes chaînes et ta gaine, pour ta poitrine en porcelaine. Alors, j'ai gardé des extraits très courts. C'est pour vous donner envie d'aller les écouter. Vous allez retrouver cette création sonore dans l'extra du 3e épisode de la galerie de SBC, Galerie d'art contemporain. Nouria, est-ce que tu aimerais parler peut-être un peu de cette œuvre-là? Parce que c'est une œuvre qui est très riche, qui parle justement d'un contexte culturel, mais tout en humour. Ben, je veux pas prendre la parole de l'artiste, de Elena qui a réalisé cette œuvre sonore. Juste pour mettre un peu en contexte où a été créée, pourquoi a été créée cette pièce. Je disais tantôt que ça fait partie d'un programme de médiation en ligne virtuelle qu'on a décidé de lancer en octobre dernier pour souligner l'importance du mois de l'héritage latino-américain à Montréal. Et donc, on a invité Michelle Fiedler, qui est une commissaire portoricaine qui est située ici à Tiohtià:ke, Montréal. Et donc, elle a fait une programmation de 4 films et on ne voulait pas laisser seulement passer les films de manière virtuelle dans nos réseaux sociaux, mais on voulait vraiment entamer une conversation et élargir avec d'autres acteurs ou d'autres interlocuteurs qui pourraient venir répondre à ces films de différentes manière. Donc vraiment comment, dans la création de connaissances, comment aller au-delà, de la création de connaissances en utilisant le balado. Donc Michelle Fiedler a invité plusieurs interlocuteurs, entre eux Elena Martín Franco, qui est une artiste, donc une artiste qui répond en fait d'une certaine façon à ce programme. Je dirais que elle a décidé de faire cette pièce sonore. Elle était invitée à répondre au programme, mais elle a décidé de reprendre un de ses personnages qui est très connu, Corazón Desfasado, donc une sorte de vierge on doit prier, qu'elle fait des prières, non? Donc c'est pour ça que Elena Martín Franco, elle a tout un costume, elle se dresse, elle se métamorphose dans cette vierge et donc elle a travaillé, ça fait des années qu'elle travaille avec ce personnage. Je vous dirais qu'elle a 3 personnages au long de sa carrière et je pense que c'est le premier personnage qu'elle a créé. Et donc, c'est un personnage qui se mimétise à travers différents médiums, qui s'approprie de différents médiums. Elle a utilisé beaucoup aussi la vidéo pour travailler avec Corazón Desfasado. Je pense que c'est la première fois qu'elle s'approprie le podcast. Et puis, c'était vraiment dans ce rapport à la SBC qui a décidé de ancrer Corazón Desfasado, donc cette prière à travers le balado. Donc, pour nous, c'était vraiment merveilleux d'avoir tout à coup dans ce programme une œuvre sonore en soi. Et ce que je voudrais aussi souligner, c'est l'importance de ce genre de pièces et de ce genre de dialogue en tant que mémoire, construction de la mémoire et d'archives. Donc, parfois, on se dit, il n'y a personne qui l'a écouté à ce moment-là, mais c'est pas grave pour nous. C'est vraiment des archives sonores qui sont fondamentales et qui seront écoutées ou réécoutées. Donc, peut-être qu'on va rentrer dans cette discussion, mais bon, je l'ouvre, et qui est très intéressante et l'importance justement de la création de mémoire à travers les balados. Non? Si tu me permets, J'allais te donner la parole, Chantal. Ouais. Mais juste pour un peu souligner le travail de Elena, que je connais depuis quand même très longtemps. Alors, ce que je trouve magnifique, c'est le son
a fait partie depuis quand même assez longtemps de ses productions, soit qu'elle enregistrait et que le son était présent dans certaines de ses performances. Mais ce que je trouve intéressant, c'est comme un nouveau médium qui s'ouvre aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de la performance, qui est une excellente céramiste, qui est vraiment une magnifique artiste, qui est beaucoup en présence, qui fait des performances dans les lieux physiques, qui défend le féminisme, comme tu l'as souligné aussi, la présence de l'artiste étrangère et le statut qu'elle a et la place qu'elle peut prendre. Et de l'entendre comme ça, c'est d'entendre sa voix. C'est comme s'il y a un corps qui apparaît tout en n'étant pas là, en fait. Donc, il y a quelque chose de ce mode, de cette idée d'apparition qui apparaît avec son personnage, Corazón Desfasado, qui veut dire cœur déphasé. Est-ce que je me trompe avec cette traduction? Donc, il y a toute cette idée aussi de distance ou de présence-absence, ou cette chose qui est dite, qui est écoutée en différé du moment qui a été énoncé. Donc, il y a plein d'éléments aussi qui sont là, qui sont présents. Et cette voix magnifique d'Elena. Et c'est ça, quand on parle du son, on parle de plusieurs choses, bien sûr, des ambiances, la musique, il y a tout un monde sonore. Et la voix, c'est vraiment un de ces éléments sonores qui touche chacun et qui a vraiment une identité propre et une couleur et un rythme, une articulation qui est vraiment très personnalisée. Et ben voilà, c'est comme si cette personne apparaît tout en n'étant pas là. Il y a cette idée de présence-absence ou de cette relation avec je sais pas, la présence des corps. Enfin, il y a quelque chose de très humain qui transparaît à travers ça. Mais on en parlait un peu, Marie-Laurence et moi, c'est justement cette chose que l'écriture ne permet pas de faire, hein. C'est d'entendre justement les tics de langage, les silences, on en a parlé un peu, c'est cette personnalité-là des gens, puis parfois, oui, ben ça met en voix, ça crée un personnage oui, il y a cette proximité-là qu'on réussit à... Oui, mais c'est une écriture, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, en fait. C'est vraiment une écriture sonore. Dans cette écriture, il peut y avoir bien sûr des textes qui sont dits, qui sont écrits, mais de mettre en bouche un texte, c'est pas le même texte que celui que tu vas lire. Il faut avoir une oralité dans la façon de rendre, parce qu'on a une façon de dire, l'émotion doit être présente. Donc, c'est une forme d'écriture, en fait. Et ça s'appuie sur le son, qui a un certain nombre de paramètres, qui a son rythme aussi. On soulignait les silences, mais l'importance d'un silence. Et un silence, parfois, ça peut être une musique que l'on met à la suite d'avoir entendu quelque chose qui est dit. Comme un silence, ça peut être une pause, une respiration. Donc, c'est... Et je crois que c'est une écriture également, une écriture sonore qui est très peu connue d'une certaine manière. Puis je repense peut-être à une grande femme de la radio, Miracri, Marie-Laurence, avec qui tu as réfléchi, tu as créé. Donc je crois que que justement ce travail-là de développement d'une écriture, d'une littérature, peut-être même du son. Donc, je serais peut-être curieux de t'entendre sur cette relation-là entre l'écriture et le balado, et puis peut-être particulièrement avec Miracri et son œuvre. Oui, j'ai pas connu intimement Miracri. Elle était décédée lorsque j'ai fait le projet, et puis je l'ai pas rencontrée non plus. J'ai pas eu cette chance. J'étais alors bien jeune. Mais oui, c'est vrai ce que Chantal dit. Je pense que c'est important de le rappeler que c'est une écriture, le son écrit à partir des voix, écrit à partir des bruits, écrire à partir donc de tous ces sons collectés. Ça relève vraiment de l'écriture. Donc, moi, j'ai toujours aussi cette espèce d'ambivalence entre est-ce que vous réalisez des podcasts. Des fois, j'ai envie de dire, on est moins réalisateur qu'auteur. Il y a vraiment une posture d'auteur pour moi face à un projet sonore, parce qu'il y a une pensée du monde qui se déploie, il y a une intention de départ, il y a une réflexion en cours, en œuvre, et je trouve que ça change tout, en fait, de le penser dans ces termes-là. En tout cas, ça change le projet, ultimement. Réaliser un projet, bien sûr, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans la réalisation parfois qui peut venir avec sa charge de... comme si c'était un exercice un peu pratique ou uniquement technique. Le terme d'auteur, tout à coup, il acquiert une dimension réflexive, puissante. Il y a quelqu'un derrière qui agit, qui pense et qui va mettre les sons de telle manière pour nous faire ressentir ou réfléchir à partir de là. Donc, ouais, je trouve que ce terme d'écriture, puis c'est vrai qu'il est peut-être... pas
pas tout à fait assez suffisamment connue. La tradition, de toute façon, de la création sonore radiophonique, Chantal pourrait en parler, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même très souterraine. Tu sais, cette histoire-là, on en parle peu. C'était entre autres aussi l'intérêt de faire un projet sur Miracri, qui n'était pas par ailleurs une créatrice sonore au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui, mais qui était quelqu'un qui s'exerçait à la radio avec beaucoup d'amusement et de folie, qui disait la radio, c'est pas juste l'information, c'est pas juste la communication. On peut aussi inventer peut-être des dispositifs, des situations. On peut rire à la radio, on peut donner vie à des personnages. Enfin bref, qui à sa manière, tu sais, tout en étant en partie en direct, cherchait quand même à explorer d'autres façons de pratiquer la radio. Là, c'était dans d'autres conditions. C'est quand même ces années 90. Tout ça, c'était la nuit. Il y avait toute une autre magie, disons, entourant la radio. Mais je pense qu'elle aurait été d'accord pour dire qu'il y a une écriture. Nous, on avait fait à Magnéto un festival qui s'appelait l'écriture invisible, parce que je pense que oui, c'est une forme d'écriture dématérialisée. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de littéraires, tu sais, qui ont un parcours qui flirte avec la radio, en tout cas du côté de la France, où des gens comme Alain Weinstein on fait des expériences, Marguerite Duras, on fait des expériences à la radio, François Nudelman aujourd'hui, tu sais, qui sont des expériences à la croisée du sonore et du littéraire. Encore que moi, je pense que c'est pas juste le lieu pour lequel, c'est pas juste un lieu pour que les littéraires s'exercent au médium. Je pense que c'est un lieu encore plus ouvert que ça, le son, c'est-à-dire que chacun peut devenir un peu auteur. C'est peut-être moins, il y a peut-être moins de défis justement que de s'asseoir à cette table et d'écrire un livre dans le fait de saisir d'un micro puis de relater quelque chose, de s'exprimer, de respirer, d'hésiter, de douter dans un micro. Et ça, effectivement, c'est aussi des choses peut-être que la littérature arrive à traduire dans ses propres termes, dans sa pratique, dans les styles qui sont à l'œuvre. Mais je trouve que c'est vrai que l'écriture sonore, elle a des atouts et des acquis qui sont précieux. Et puis, je trouve que c'est très riche de voir justement ça comme une écriture. Et puis, ça nous amène peut-être à réfléchir à la personne qui écoute ou à la personne qui lit. Donc, c'est très, très convenu qu'on lit un livre, hein, puis qu'on peut relire, et puis qu'il y a une communauté de lecteurs qui se développe, et puis on va citer. À la radio, ça se fait peut-être un peu moins. Tout de même, en parlant avec Carla, on discutait de ça, justement, des groupes Facebook qui se créent pour discuter d'un podcast et tout ça. Et puis, on voulait en parler un peu. Nouria, tu l'as nommé, de justement cette communauté d'écoute, cette communauté, cette manière de réécouter les œuvres, de voir cela comme une archive. Donc, je serais peut-être curieux de t'entendre un peu sur cette réflexion-là de la dimension de réécoute, d'archives, de relecture? Oui, je pense que pour nous, c'est très important et peut-être que je vais reprendre aussi l'exemple de Elena Martín Franco. Je pense qu'il y a une dimension qui est très politique aussi dans le balado, dans cette dimension de créer de la mémoire, faire archive. Surtout, par exemple, dans le cadre d'une programmation interculturelle qui essaye de retrouver les voix anéanties ou perdues de différentes communautés diasporiques, comme la communauté latino-américaine ici. C'est une communauté qui est ancrée depuis très longtemps, depuis une cinquantaine d'années dans le pays, mais c'est une communauté dont on est en train d'écrire l'histoire, en fait. On est en train de historiciser la présence, surtout dans le cadre de l'histoire de l'art et de la production artistique. Donc, je pense pour moi que le balado, c'est une forme, on n'est pas dans l'académie, mais de l'autre côté, dans les institutions, on fait la gestion. C'est une forme, je dirais, de faire un travail ethnographique aussi, de faire un travail de terrain, de rencontrer les gens, de faciliter, je dirais, cette historicisation qui est nécessaire pour comprendre aussi l'histoire, bien sûr, pas seulement de ces communautés, mais de l'histoire du Canada en général, et puis de sa composante très complexe contemporaine. Donc, j'ai l'impression que dans ce sens, l'archive, le balado est une forme assez démocratique, je dirais, de rencontrer ces histoires.
Moi, j'ai noté ici la dématérialisation du corps. On parlait de ça avec toi, Chantal, maintenant, qui crée en fait des nouvelles formes de présence, non, d'autres formes d'écriture, et puis donc du coup, qui nous donne accès à des cosmogonies. La parole, c'est comment on se positionne dans le monde, non? On parle, c'est comment on parle, c'est comment on se positionne dans le monde, et c'est vraiment notre rapport à autrui. Donc, il y a quelque chose de très, très sensible et de profondément politique dans le balado qui, je pense, qui nous captive tous et puis, bon, qui nous fait nous entendre aujourd'hui ici dans cette table ronde aussi. Oui, c'est cosmogonie. Cosmogonie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Notre cosmogonie, notre vision du monde, notre construction imaginaire et symbolique de notre univers. Donc vraiment en reprenant pas seulement les religions préhispaniques ou mésoaméricaines qui avaient des cosmogonismes, je pense pas dans ma tête, je vois la cosmogonie maya ou nahuatl, mais bien sûr, on a notre vision de monde, on a nos propres cosmogonies personnelles, et puis c'est vraiment ces références-là qui se donnent à travers la parole. Non? Alors, je propose peut-être d'écouter une œuvre cosmogonique qui donne justement une vision du monde à travers la parole. Alors, ce sera le dernier extrait pour aujourd'hui. On va l'entendre, puis je vais vous expliquer ce qu'on entend peut-être après. Ça va? 72 616, 72 617, 72 618, 72 624, 72 625, 86 400 secondes time zone. C'est en fait le nombre de secondes qu'on retrouve dans une journée. Alors, c'est une œuvre de Chantal Dumas qui a eu quelques vies, quand même, cette œuvre-là. Et on est... Ouais, quelques modes de présentation, peut-être de mise en forme. Là, d'itération. D'itération. On écoutait justement une itération. C'est une itération réalisée dans le cadre d'une invitation à l'émission Soundproof de ABC Australian Public Radio. Donc, c'est justement toutes ces secondes dans une journée qu'on entend à différentes langues et qui ont été construits selon un dispositif ou une réflexion, et comme si on traversait en fait la Terre et qu'on traversait toutes ces time zones et qu'on les entendait comme un rideau sonore. Donc, est-ce que tu vois cette œuvre-là un peu en relation avec ce qu'on discutait, cette cosmogonie? Je serais curieux de t'entendre sur la vision du monde à travers la radio et le langage. Ouais. Déjà, Cosmogonie, la chose qui est intéressante, c'est une pièce sur le temps, en fait. Donc voilà, on y est. Donc, on traverse le temps. Et la chose qui me plaît, finalement, dans une idée assez conceptuelle comme celle-là, c'est le temps tel qu'on l'a établi, d'une façon un peu économique aussi. On a créé des fuseaux horaires pour accorder aussi les heures de travail et cette organisation du travail. Mais c'est aussi la mesure à la seconde, et c'est qu'on vit tous en même temps cette même mesure du temps. Et la chose que j'aime en écoutant cette pièce-là, c'est que comme le montage, j'ai passé beaucoup de temps et énormément d'heures, essayer que les secondes soient vraiment des secondes. Donc, quand on écoute la pièce, on vit aussi le temps dans le temps réel. Et ce que j'aime beaucoup dans donc là, il y a 138 personnes qui ont compté en 32 langues et dialectes. Ça s'est fait en 2 périodes. Et dans cette version pour la radio australienne, c'est ça, c'est que l'organisation, c'était le nombre de voix, la densité de voix entendues par fuseau horaire correspondait à la densité de population. Donc, de ces fuseaux horaires, il n'y a rien de scientifique dans tout ça, mais en Chine, il y a beaucoup de monde et qu'on ne retrouve pas dans le fuseau 0 ou -1. Donc, il y avait cette idée-là aussi. Et bon, c'est une pièce qui s'écoute, on peut s'allonger sur son divan, puis on circule à travers ça. Mais il y a cette idée de cosmogonie, mais dans le sens que ça représente un monde, celui qu'on peut s'imaginer. Et bien sûr, j'ai pas toutes les langues et je voulais avoir des langues des Premières Nations, mais il y a personne qui m'a dit oui à l'époque. Donc, c'est comme un grand exercice, en fait. Et il y a cette idée aussi d'ouvrir, de diversité. Pour moi, on parle beaucoup de diversité
la perte de diversité au niveau de la nature, des arbres et du monde dans lequel on vit. Et je trouve qu'il y a cette grande qualité des langues. Et il y a des langues mortes. Et bon, il y a des gens qui tentent de maintenir certaines langues vivantes. Donc, il y a cette idée aussi de retrouver cette présence, en fait, donner la possibilité que toute cette diversité culturelle, j'arrive pas trop à m'exprimer, là, mais en tout cas, puisse vivre ensemble et soit maintenue vivante. Il y avait cette idée-là aussi. Et je ne sais pas, juste d'un point de vue, bon, après ça, je l'ai monté d'un point de vue un peu musical, rythmique. Et donc, il y avait dans cet exercice qui était fort intéressant, qui était à la fois un peu de médiation culturelle, parce que chaque personne est venue passer 1 heure avec moi à la maison et j'ai dû établir un peu une méthode aussi pour que chacun puisse compter dans un temps et puisse le maintenir. Et c'était pas simple. Donc, j'ai appris en le faisant et entre autres, il y avait des choses très, très drôles. Donc, au début, on écoutait ça. On avait un petit chrono. On écoutait un réveil matin qui donnait la seconde. La chose qui était très drôle, les comptes étaient très précis, mais arrivé à un moment donné où n'importe quel chiffre était dit. Donc, on pouvait dire 303, 304, 305, 512. Et il n'y avait aucune raison, et c'est arrivé plusieurs fois. Alors, je te dis, il y a quelque chose là. Et donc, après ça, j'ai compris que le mouvement participait vraiment à maintenir un rythme. Donc, il y avait plusieurs choses, et on a appris ensemble, en fait. Donc, il y avait cette idée de communication, de médiation qui était là, qui était présente. Et il y avait aussi cette idée très importante que tout le monde devait réussir à compter, en fait, pour ne pas être dans une situation d'échec. Parce que quand on dit 62 702, 62 703, on peut dire quelques chiffres et après ça, on n'y arrive plus. Donc, on a dû mettre en place certaines méthodes et tout ça. Donc, et il y a même eu des aventures fort intéressantes. Il y a une petite ado qui vit avec sa mère. Et pour elle, l'exercice, c'est très difficile. Elle y arrive plus ou moins, puis elle est timide. Et là, je ne voulais pas qu'elle reparte dire « Ah bon, je ne sais pas compter » ou je ne sais pas quoi. Donc, j'ai compté avec elle. Donc, je disais 72 000, je disais 302, tout ça. Donc, on a trouvé une façon de le faire où elle était victorieuse dans son essai. Et le plus beau cadeau, ça a été le lendemain. J'étais sortie, je reviens à la maison, puis elle m'attendait sur les marches de l'escalier avec sa copine, puis elle venait compter pour moi d'autres chiffres. Donc, je me dis, ben voilà, c'est ça aussi. On parle de mémoire, mais dans cette mémoire, c'est aussi, je pense que quand on peut vivre de l'intérieur une œuvre, et il y a aussi dans les questions qui sont posées par votre projet qui est fort intéressant, mais c'est aussi, je pense qu'il y en a une qui pourrait être intéressante à ajouter peut-être, c'est comment une œuvre d'art est vécue, par exemple. Quelle est l'expérience de tous et chacun qui sont ici aujourd'hui ou comment on reçoit aussi cette diversité de propositions aussi, qui ne s'inscrivent pas toujours dans des genres très précis. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un documentaire ou pas? D'une certaine façon, ça documente la voix à une certaine période de ces personnes-là. Et je les ai enregistrées en 2015, mais la personne de 2015, aujourd'hui, elle est plus vieille de 6 ans. C'est pas la même personne, donc il y a une espèce d'arrêt sur le temps, à un moment précis. Et d'une certaine façon, il y a un élément documentaire, je trouve, dans une production comme celle-là. Et bon, et la forme sur laquelle je travaille en ce moment chez Sporobol, parce qu'elle avait été présentée dans une première version. Sporobol est un centre d'artistes autogéré dans la ville de Sherbrooke. Et donc, ils ont fait une vitrine, ce qu'ils appellent une vitrine sonore, où il y a 16 haut-parleurs en extérieur. Et il y a une commande jusqu'à maintenant de 24 œuvres qui ont été faites ou qu'on peut entendre de l'extérieur. Et donc, la première version avait été faite pour eux, en fait. Et là, je suis en train de la revisiter autrement pour avoir une compilation des œuvres qui ont été composées à travers le temps depuis 2013 et qui donne aussi une archive aussi de propositions et qui sont présentées de façon un peu plus immersive, en binaural, donc avec un son immersif et tout ça. Donc, il y a cette idée de revisiter ou certaines œuvres, de donner d'autres formes de modes de présentation est aussi une chose importante. Comme Alapi a aussi connu une vie au théâtre et qui est une autre mode de présentation et de configuration et qui appelle un peu une autre façon de présenter. Et je trouve que c'est fort intéressant de permettre, en tout cas, des œuvres sous différentes formes, différents médiums qui demandent une certaine adaptation de pouvoir vivre, en tout cas. Et ça assure une espèce de durée puis une compréhension peut-être différente. Une pièce qui est créée un temps présent, tu la réécoutes 20 ans plus tard ou 5 ans plus tard même, puis elle peut prendre vraiment une autre dimension, un autre sens. Alors oui, les archives, après ça, toute la grande question, comment on garde des archives, comment on les rend accessibles et tout ça, c'est une autre question, mais oui, bien sûr. L'idée du contexte d'écoute, c'est quelque chose que je voulais aborder justement, puis de faire revivre ça. Peut-être qu'on pourrait... Marie-Laurence, je ne sais pas si tu aimerais rebondir sur ça, puis justement ce transfert-là d'un projet, d'un contexte à un autre.
Oui, bien évidemment, je trouve ça hyper intéressant. C'est le son étant de nature dématérialisée et bon voilà, c'est quelque chose qui est relativement abstrait. Tu sais. C'est toujours intéressant de le faire, de le faire apparaître, de le faire dialoguer avec d'autres disciplines, tu sais, quand ça s'y prête, évidemment. Dans le cas d'Alapi, par exemple, comme le disait Chantal, on avait utilisé le documentaire sonore pour transposer le récit sur scène au théâtre d'aujourd'hui, dans sa première création, disons. Moi, je crois beaucoup aux possibilités de ces dialogues interdisciplinaires ou indisciplinaires où tout à coup le son devient partenaire d'autres disciplines ou explore avec d'autres médiums, que ce soit le théâtre, la littérature, évidemment, et tente l'atteinte, disons, de nouveaux territoires, expérimenter autour de ces passages-là, du passage du son à la scène, du son en exposition, du son en performance. Je pense qu'il y a des maillages hyper intéressants encore qui peuvent voir le jour. Puis tout à coup, c'est vrai que ça donne toute une autre perspective à ce médium qui demande sinon une attention que tout le monde n'a pas toujours ou une écoute qui exige ce que je trouve aussi intéressant avec le projet sur le temps de Chantal, qui exige, je trouve qu'il y a beaucoup dans l'écoute un rapport au temps quand même. Des fois, moi, quand je réfléchis à quelle définition je donnerais de la radio ou même du podcast ou du balado, là, selon ce qu'on choisit comme terme, je trouve que c'est d'abord et avant tout presque un rapport à la temporalité. Il y a quelque chose d'assez original dans le fait de s'asseoir pour écouter ou de continuer sa vie tout en écoutant, bien sûr, mais puis même dans la pratique même, il y a un arrêt un peu du temps, ou en tout cas, c'est un peu comme le cinéma, on saisit du présent, ou bon, après, il y a le rapport à l'archive encore, qui est un autre type de rapport au temps, mais bref, c'est assez central, je trouve, le rapport à la temporalité, mais je disais ça parce que, effectivement, je trouve que ça exige tellement un rapport particulier, peut-être d'arrêt, l'écoute, pour entendre bien peut-être les créations qu'on se glisse à l'oreille, que de proposer d'autres façons d'y arriver à travers d'autres dispositifs. Ben, c'est sûr que c'est intéressant, ça peut faire venir d'autres oreilles aussi au projet. Merci beaucoup. Puis, on est bientôt arrivé à la fin de la table ronde. Il reste seulement quelques minutes, mais peut-être que j'aimerais, en terminant, entendre Nouria sur le contexte multiculturel, en fait, Oui. puis d'utiliser plusieurs langues dans une même production sonore. Notamment, moi, j'ai beaucoup aimé un des dispositifs que vous avez mis en place, c'est avec la conversation entre Victor Arroyo et Tata Meche, où justement il y a eu une entrevue qui s'est tenue en espagnol, et puis ensuite il y a eu la traduction, la lecture, et ensuite on pouvait écouter l'entrevue en espagnol. Donc moi, j'aimerais peut-être entendre ça. Mais je dirais que ça a été toute une réflexion à l'interne de savoir, justement dans cette réflexion qu'on fait ici dans la table ronde, de s'approprier de ce médium d'une façon démocratique, pouvoir faire participer, en plus, nous, on est une galerie dédiée à l'art contemporain, mais mon intérêt, surtout au niveau de la médiation, c'est de faire inclure, de donner la voix à des personnes qui ne sont pas des spécialistes en art visuel, mais qui peuvent créer du contenu et venir élargir justement la vision, les narrations de l'art contemporain. Donc, c'est vraiment notre objectif. Et dans ce sens, le balado, c'est quand même une forme assez flexible, assez dynamique et assez simple au niveau aussi de la stratégie, de comment mettre en place un programme de médiation, mettons, international. Et je reviens au cas de Tata Meche, qui est en fait un leader autochtone purépecha qui habite à Cherán, qui est une communauté très importante actuellement au Mexique, puisque c'est une communauté qui a formé un gouvernement, un autogouvernement, donc une forme de gouvernement autosustentable. Et donc, le film Cherán de Victor Arroyo parle sur cette communauté qui a une historicité très, très importante. Donc, on voulait inclure la voix de Tata Meche, qui finalement est un acteur très important. Mais comment le faire quand on doit, finalement, on est une galerie située à Tiohtià:ke, Montréal, donc, où le français est quand même la langue primordiale, mais aussi on
on priorise une communauté minoritaire anglophone. C'est vraiment l'histoire de la SBC. Et donc, comment faire écoute et comment faire place à tous ces autres voix et donc à toutes ces autres paroles qui, finalement, qu'on veut inclure, mais comment faire la traduction. Donc, c'est vraiment le cas de Victor Arroyo où on a décidé, bien que ça soit des balados qui sont un petit peu plus longs, mais de maintenir ces voix de manière originale. Donc, on a Victor qui parle en anglais et puis qui fait la traduction de Tata Meche en espagnol, mais après, on a laissé le récit original de Tata Meche, donc on peut écouter également ça. Et donc, on essaye de travailler d'une façon qu'on puisse permettre à différents publics d'entendre, à notre public montréalais, canadien, d'avoir cette accessibilité, mais en même temps de se définir dans ce projet de démocratisation finalement de la culture et puis donner ses voix et les laisser de manière originale. Donc voilà un peu la réflexion. Et c'est malheureusement la fin de cette table ronde de notre conversation. Donc, je propose justement qu'on se tourne vers notre public et qu'on peut-être entende leur voix, entende leurs questions, leurs commentaires, leurs suggestions, qui sait. On a une quinzaine de minutes pour ce faire. Alors, les personnes qui nous regardent, je l'espère, sur Facebook peuvent prendre parole. Et notre public, merci d'ailleurs d'avoir été là. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez partager conversation. On n'a pas eu de questions en ligne, mais dans la salle, je peux apporter le micro si quelqu'un a des questions. Et sinon, moi, j'ai d'autres questions. D'après moi, tu peux continuer. Fantastique. Est-ce que tu me permettrais, est-ce qu'on pourrait vous poser une question? Qui d'entre vous écoutez des balados? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais, ce qui veut dire... Et puis dans l'écoute... Oui, il faut entendre seulement que le micro arrive. Voilà, c'est peut-être c'est une observation-question. J'étais venu ici en pensant que c'était la médiation, le mécanisme audio en tant que médiation entre les publics et les œuvres. Mais je suis très content de ce que j'ai entendu. J'ai passé une bonne heure. Alors, ici, il y a le dispositif audio comme œuvre d'art. Et j'écoutais Madame Chantal, c'est ça? Ça me faisait penser à De Clock, que vous connaissez sans doute, l'œuvre de Clock de MacLean, je pense. Et cette œuvre-là, donc, est-ce que, selon vos différents points de vue, est-ce que l'œuvre est en même temps une médiation? Moi, je parlais de médiation parce que je l'ai vraiment vu dans le processus de création, l'idée d'amener à l'intérieur d'une production, de participation, bon, comme il y avait de mes amis qui venaient, il y avait des artistes, mais pas que, en fait. Et ce que j'ai découvert en lançant cette invitation, c'est qu'il y avait une grande fierté à venir s'asseoir chez moi sur cette chaise durant 1 heure pour avoir la possibilité d'exprimer leur culture, en fait. Parce que chacun vivait au Québec et vivait en français et certains plus en anglais. Mais leur langue, qu'ils soient iraniens, qu'ils soient... Peu importe d'où ils venaient, de la région du monde, la langue qui était parlée n'était pas leur langue maternelle. Et il y avait comme tout à coup une ouverture comme ça pour eux, puis ils venaient vraiment s'asseoir avec beaucoup de plaisir. Et c'était quand même une performance qu'ils devaient faire parce que compter de 1 à 100, c'est facile. Mais après ça, il y a toutes les questions d'articulation, puis de présence d'un micro, qui est peut-être pas tout à fait naturel aussi. Alors, moi, j'ai vu la médiation de cette façon-là, comme un artiste dans le contexte d'une production comme celle que je faisais. Quelles sont les étapes qu'il doit faire et qu'est-ce que ça demande aussi. Puis il y avait cette participation-là qui était importante parce que ça me donnait tous les matériaux qui allaient servir à concevoir la pièce. Puis il y avait aussi une relation de confiance qui s'est vraiment établie rapidement parce que, bon, peut-être du fait que les gens étaient recommandés par quelqu'un d'autre, ça s'est vraiment fait de bouche à oreille. Mais il y avait aussi ce lien comme ça, tout simple, qui était de se présenter puis de compter. Donc, de partir d'une chose qu'on sait tous faire, qui est très, très simple, et de ça, de réaliser une production qui allait être d'une autre nature, en fait. Et je vois également Nouria qui prend avidement des notes. Je ne sais pas si tu voulais... Super belle question. Je pense que pour moi, je réponds de manière différente que Chantal parce que bon, je parle d'un cadre institutionnel. Donc pour nous, c'était évident
que ça faisait partie, ça inscrit dans un projet de médiation beaucoup plus élargi. Donc, cette rencontre avec le public, comment trouver, comme tu l'as bien dit, Chantal, non? Comment rencontrer, retrouver, créer des nouveaux publics. Pour nous, c'était une façon aussi de, bien sûr, pas seulement de délocaliser notre public vraiment fidèle et pouvoir aller au-delà à la rencontre d'autres publics à l'international, par exemple. Et Marie-Laurence. Très bien. Merci beaucoup pour la question. Je trouvais ça intéressant aussi de poser une question au public. Une chose que j'aimerais peut-être discuter, hein, donc on a plusieurs personnes, vous avez chacun votre parcours, c'est cette question-là un peu de l'apprentissage. Donc moi, mon rêve en faisant cette table ronde, c'est qu'on soit entendu par davantage de personnes et que ça puisse générer justement ce désir de se lancer avec un micro, de créer un balado. Donc je serais curieux peut-être de vous entendre sur cette idée-là d'apprentissage de la création et de la réalisation sonore, peut-être vos balbutiements, ce qui vous a intéressé, ce qui vous a... vos curiosités, vos conseils. Mais le point de départ, c'est l'écoute, hein, Marie-Laurence. Tu en as bien parlé précédemment. Je pense que mon meilleur apprentissage, ça a été le moment où je suis allée vivre à Marseille, étant montréalaise. Et je suis arrivée sur place et c'est là que j'ai fait de la production Les Chantal Dumas. Et ça a été de me promener avec un microphone à tout temps de la journée et d'enregistrer, tout simplement. Et finalement, d'avoir un microphone, c'est aussi d'amener une attention. C'est pas la même concentration. On va vers cette vie sonore. Et la vie sonore, c'est la vie, c'est l'activité humaine. Ça peut être, dans le cadre de Marseille, c'est aussi la présence de la mer et des oiseaux et tout ça. Mais je pense que le point de départ, c'est l'écoute. Et autant d'écouter ces paysages sonores tels que je peux les mentionner, que l'écoute de quelqu'un qui nous raconte. Il y a quelque chose de très intimiste aussi dans le rapport à l'autre quand on tend un micro. Autant la personne qui va se livrer, qui va nous dire des choses, autant que nous qui pointons le micro vers la personne. Et je pense que le point de départ, c'est vraiment ça, c'est l'écoute, en fait. Peu importe la pratique qu'on aura. Après ça, on acquiert un peu la technique, on comprend, il faut apprendre le langage et comprendre le langage et dans la production. Et c'est souvent un peu autodidacte. Donc, l'aspect technique, c'est une chose, mais comment la mise en forme ou la position, la posture d'auteur, telle que tu mentionnais, c'est assez juste aussi. Et puis, je serais peut-être curieux, Marie-Laurence, quand on a discuté de Magnéto, en fait, je crois que tu me disais que c'était justement la possibilité de se consacrer à quelque chose. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce choix-là, de se consacrer à la création radiophonique, sonore? Oui, c'est sûr que dans la fondation de Magnéto, il y a l'idée d'habiter un lieu, de fonder un lieu qui va être propice donc à la fois à la concrétisation de création et à leur rayonnement. Comment dire, moi en tout cas, j'ai l'impression que la démarche, elle doit moins venir d'un certain attachement presque à la discipline en elle-même que vraiment d'une posture. C'est-à-dire qu'ensuite, la forme vient, puis je souhaite qu'il y ait des gens qui viennent faire de la création sonore, radiophonique, du podcast, du balado, parce qu'ils sentiront que c'est la forme adaptée ou c'est la meilleure façon de traduire leurs idées sur le monde. Je pense qu'il y a un peu un piège aussi aujourd'hui, peut-être dans le balado, dans le podcast, c'est un peu l'espèce d'éléments très, très populaires, le nouveau médium de l'heure qui, soi-disant, se ferait avec peu de moyens, parce que ça exige beaucoup moins peut-être de ressources techniques que peut en exiger le tournage, par exemple, d'un film. Donc, moi, je me méfie un petit peu de cette pensée du balado comme quelque chose d'uniquement un outil technique, qui exigerait juste quelques compétences techniques et puis ensuite un mode d'emploi presque et on a notre balado, notre podcast. Je pense que c'est souvent passer à côté des plus belles possibilités qu'offrent les ressources sonores, l'écriture sonore, que de le penser uniquement à partir du médium ou de la forme et de pas le penser justement à partir de, moi, je souhaite dire
quoi, je souhaite traduire quelles idées du monde, j'ai le goût de donner la parole à qui, qu'est-ce que je cherche à signifier qui est peut-être pas déjà présent dans l'espace public ou comment je vais le dire d'une autre manière, en quoi je vais contribuer en mettant en partage ces voix-là, ces sons-là, cette écriture sonore singulière. Je trouve qu'il y a comme une réflexion quant à la démarche qui est presque prioritaire de pourquoi tout à coup on se saisirait des micros pour faire résonner quel type de voix. Ensuite, il y a des réponses, tout le monde trouvera ses propres réponses. Il n'y a pas de projet qui devrait pas voir le jour, mais je dis juste que je pense que c'est un peu là où moi je situe l'intérêt d'une réflexion aujourd'hui. Tu sais, pourquoi ça donnait à cette pratique-là qui a une certaine profondeur, qui peut aussi permettre des explorations extraordinaires. Pourquoi se lancer, de trouver ses propres réponses à ces questions-là? Merci beaucoup. Puis peut-être pour continuer la conversation, Nouria, des premiers apprentissages justement de la balado, on m'a dit un jour que la pente était assez à pic, mais qu'on arrivait rapidement à développer justement une facilité puis un plaisir à faire ça. Oui, je voudrais vraiment rester avec les deux commentaires de mes collègues que je les trouve vraiment très précis et puis qui résonnent énormément dans ma tête. Mais je voudrais tout simplement partager qu'effectivement pour nous, en tant qu'amateurs encore de ce médium, ce qu'on voudrait faire, c'est continuer à naviguer dans cet horizon, dans cet univers, et puis continuer à partager différentes cosmogonies du monde. Non? Merci beaucoup. Puisqu'on a des questions par Facebook ou quelque chose, il reste 4 minutes. Moi, je me dis que c'est également un bel endroit peut-être pour conclure. Alors... Il n'y a pas eu d'autres questions, donc effectivement, on pourrait conclure et je te laisse terminer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie-Laurence, Nouria et Chantal pour la belle conversation. Et puis, je vous invite sur le web et dans la salle à la prochaine table ronde qui a pour titre « Sportification » qui est présentée par S. Ce sera aujourd'hui, dimanche 28 novembre à 14h. Merci. Merci.